Il y a des histoires qui font sourire. Et puis, il y a celles qui brûlent dans la poitrine parce qu'elles portent la douleur de ceux qui ont cru trop fort. Vous avez sûrement entendu parler de ces filles qui quittent leur village avec des rêves plus grands que le ciel. Elles croient trouver la lumière, mais parfois, cette lumière les aveugle. Aujourd'hui, je vais vous parler de Faké, une fille de notre terre, partie chercher un avenir meilleur en ville, et de Toshi, l'amie qui l'a conduite sur un chemin dont on ne revient jamais le cœur intact. Croyait que la ville lui donnerait des ailes, mais au lieu de voler, elle est tombée, si bas que même ses rêves ne pouvaient plus la retrouver. Asseyez-vous bien, écoutez avec le cœur, parce que ce que je vais vous dire pourrait un jour vous sauver. Quand le vent nouveau arriva à Kui, le temps ne se pressait jamais. Les jours s'étiraient doucement, rythmés par le chant des coqs à l'aube et le grésillement des lampes à pétrole le soir. Les hommes travaillaient la terre, pêchaient dans le fleuve ou façonnaient le bois, tout comme leur père l'avait fait avant eux. Les jeunes filles, après l'école secondaire, prenaient la voie tracée depuis des générations. Un mariage précoce, des enfants à nourrir, des foyers à tenir. Ici, personne ne parlait d'université. Ce mot n'avait pas de place dans leur vocabulaire. Il appartenait à un autre monde, un rêve lointain dont ils ignoraient jusqu'à l'existence. Pour les parents, savoir lire et écrire suffisait largement. Pourquoi demander plus quand on ne sait même pas que plus existe? Les saisons se succédaient comme toujours, immuables. Mais, sans que Kui ne s'en doute, un vent nouveau approchait. Un souffle invisible prêt à balayer cette routine millénaire. Un matin éclatant, le calme du village fut rompu par un événement inattendu. Un car poussiéreux s'arrêta sur la grande place. En descendit un groupe d'étudiants venus de la ville pour une excursion scolaire. Ils portaient des vêtements élégants, des chaussures brillantes, et leurs sacs débordaient de livres et d'objets étranges. Les villageois, curieux, s'attroupèrent. Jamais leurs yeux n'avaient vu pareille allure. La démarche assurée, le port altier, les conversations rapides et pleines de mots inconnus. Leurs phrases semblaient danser dans l'air comme une musique nouvelle. Les étudiants parlèrent de leur vie, des bâtiments si hauts qu'ils touchaient presque le ciel, des machines qui labouraient la terre plus vite qu'une journée entière de travail, des bibliothèques remplies de savoir. Ils montrèrent de petites boîtes lumineuses qui affichaient des images mouvantes. Les enfants, bouche bée, oublièrent même de cligner des yeux. Le chef du village, appuyé sur son bâton sculpté, observait en silence. Dans son esprit, une pensée prit racine. Et si nos enfants pouvaient, eux aussi, devenir comme cela? Bientôt, cette idée se propagea dans tout Kui. Quand les étudiants repartirent, ils laissèrent derrière eux bien plus que des souvenirs. Ils semèrent une graine d'espoir. Les discussions se multiplièrent sous le grand arbre Iroko. Et si un enfant du village partait étudier en ville, apprendre ce que le monde avait à offrir? Les femmes chuchotaient, les hommes hochaient la tête, les enfants écoutaient, fascinés. Finalement, un nom revint sur toutes les lèvres. Faké. Faké n'était pas une fille comme les autres. Sa beauté était douce, lumineuse comme le soleil filtrant après la pluie. Ses yeux vifs semblaient toujours deviner ce que les autres pensaient. Elle aidait sans qu'on lui demande, et sa joie de vivre réchauffait le cœur des anciens. C'est elle, dit quelqu'un. Oui, elle, reprirent les autres. C'est elle qui portera notre rêve. Alors chacun donna ce qu'il pouvait. Les femmes préparèrent des provisions, ignames séchés, piments moulus, un peu d'huile de palme. Les hommes rassemblaient quelques billets froissés, chaque pièce comptait. On savait que le voyage serait long, mais la détermination, elle, venait de naître. Dans Kui, un vent nouveau soufflait déjà. Le matin du départ, Kui se réveilla plus tôt que d'habitude. Les femmes âgées s'étaient déjà rassemblées autour de Faké, leurs mains rugueuses posées sur sa tête, murmurant des paroles anciennes de protection et de force. Les hommes, debout un peu à l'écart, hochaient la tête en silence. Chacun à sa manière lui transmettait un morceau d'espérance. « Va, enfant, disait-on. Souviens-toi de nous, rends-nous fiers. » Les yeux brillants de larmes, mais le cœur gonflé d'un mélange de peur et de rêve, Faké serra contre elle son petit sac. Elle savait que, dans ce bout de tissu usé, se trouvait tout ce que le village avait pu offrir. Quelques vêtements, des vivres simples et l'écho de 1000 bénédictions. Elle marcha jusqu'au car en jetant un dernier regard en arrière. Les femmes agitaient les mains, les hommes retenaient leurs émotions derrière des regards graves. Les enfants, eux, couraient encore à côté du car pour la voir une dernière fois. Quand le véhicule prit la route poussiéreuse, Faké emporta avec elle un poids invisible, celui des espoirs de tout Kui posé sur ses jeunes épaules. La ville, quand elle y mit le pied pour la première fois, ce fut comme franchir un autre monde. Les immeubles s'élevaient comme des géants de béton,
Les voitures filaient à toute vitesse en soufflant un vent chaud sur son visage, et partout, des visages inconnus se pressaient, chacun suivant sa propre trajectoire sans jamais ralentir. À l'école, tout était différent. Les salles résonnaient de mots nouveaux, les professeurs parlaient vite, et les livres semblaient peser plus lourds que ceux du village. Mais Faké avait l'esprit vif. Elle levait souvent la main, écoutait attentivement, mémorisait tout ce qu'elle pouvait. Rapidement, ses enseignants remarquèrent sa détermination et certains élèves, charmés par son sourire sincère, lui ouvrirent un peu leur cercle. C'est ainsi qu'elle rencontra Toshi, une citadine vive et pleine de ressources. Toshi connaissait chaque recoin de la ville, les raccourcis pour éviter les rues dangereuses, les petites écopes où manger à bas prix, et même comment se faufiler dans les marchés animés sans se faire bousculer. Avec elle, Faké se sentait moins perdu, mais la ville restait une épreuve. L'argent envoyé par le village était rare, assez pour acheter un peu de nourriture, jamais pour des extras. Certains soirs, Faké s'endormait le ventre creux, son esprit retournant vers Kui et les visages de ceux qui avaient tout donné pour elle. « Je ne dois pas les décevoir », se répétait-elle dans le silence de la nuit. Mais bientôt, elle découvrit que tous les sourires de la ville n'étaient pas amicaux. Quelques élèves, surtout ceux qui portaient des chaussures brillantes et des habits coûteux, commencèrent à la regarder avec curiosité, puis avec condescendance. Ses robes simples en pagne, qu'elle portait avec fierté, car elle racontait l'histoire de son village, devinrent pour eux un sujet de moquerie. « Regarde, la fille du village, chuchotait-il en riant. Elle ne sait pas comment on s'habille ici, ajoutaient certaines, la main sur la bouche pour cacher leur sourire. Les mots étaient comme de petites épines, discrets mais douloureux. Les moqueries devinrent des surnoms, et bientôt, la villageoise semblait être son seul nom. Quelques garçons allaient plus loin. Ils lui barraient le passage, l'observaient de haut en bas, et lançaient froidement. « Retourne là d'où tu viens. » Faké, le cœur lourd, se souvenait des encouragements reçus à Kui. Elle serrait les poings, se répétant que la tempête finirait par passer. Mais chaque jour grignotait un peu plus sa lumière intérieure, comme si l'ombre de la ville cherchait à étouffer sa flamme. Et puis, il y avait Toshi. Faké ne pouvait s'empêcher de remarquer un détail troublant. Malgré ses paroles sur la modestie de sa famille, Toshi semblait toujours avoir de nouvelles chaussures, de jolis vêtements et des petites gourmandises à grignoter. Un après-midi, alors que la curiosité la gagnait, Faké finit par demander « Toshi, comment fais-tu pour avoir tout ça ?» Toshi éclata d'un petit rire léger, agitant la main comme pour chasser un insecte invisible. « Oh ça, juste quelques petits arrangements, ne t'en fais pas. » Mais ce soir-là, Faké ne parvint pas à trouver le sommeil. L'image de Toshi s'éclipsant seule à la tombée de la nuit resta imprimée dans son esprit. Et avec elle, une inquiétude nouvelle. Toshi avait changé. Ses tenues, toujours impeccables, semblaient plus coûteuses qu'avant. Ses yeux, autrefois rieurs, brillaient d'un éclat mystérieux, presque secret. Et chaque fois que Faké, piqué par la curiosité, lui demandait d'où venait cet argent qui la faisait vivre si confortablement, Toshi éclatait d'un petit rire léger. « Un jour, tu comprendras, disait-elle simplement, avant de détourner la conversation. Mais la réponse ne venait jamais. Ce mystère flottait autour d'elle comme une ombre insaisissable. Et dans l'esprit de Faké, il prenait de plus en plus de place. Les jours passèrent, les semaines s'étirèrent. De temps à autre, Faké tentait à nouveau sa chance. « Dis-moi au moins un peu, comment tu fais ?» Mais Toshi, fidèle à elle-même, se contentait de sourire. « Profite de ce que tu as, ma sœur. Ne t'inquiète pas pour le reste. » Faké faisait semblant d'acquiescer, mais son cœur ne pouvait pas oublier. L'idée qu'il y avait quelque chose là derrière le voile la rongeait doucement. Pendant ce temps, son argent fondait comme glace au soleil. Les besoins de la ville étaient sans fin. Transport, nourriture, fournitures scolaires. Et les maigres pièces envoyées depuis Kui n'y suffisaient jamais. Certains soirs, la faim devenait un monstre. Son ventre grondait comme un animal en cage, douloureux, insistant. Sous la lumière vacillante d'une petite bougie, Faké écrivait à ses parents « Mama, papa, c'est dur ici. Je ne veux pas être un fardeau, mais la ville est différente. » Les réponses arrivaient avec des petits paquets, quelques poissons séchés, des ignames, parfois quelques pièces soigneusement enveloppées. Les lettres de sa mère transpiraient l'amour et l'inquiétude. Faké savait que le village se privait déjà pour elle. Les jours devinrent des semaines et la faim creusa ses joues. En classe, son esprit s'échappait, incapable de se concentrer. Le grondement de son estomac résonnait parfois si fort que certains élèves riaient, chuchotant entre eux. Elle faisait mine de ne pas entendre, mais chaque rire était une petite coupure dans son cœur. Les nuits étaient les pires. Le froid, le silence et cette pierre invisible posée sur sa poitrine. Et toujours dans son esprit revenait l'image de Toshi, souriante
rassasiée, sans souci apparent. Un soir, alors qu'elle était recroquevillée sur son matelas mince, la faim devint insupportable. Ce n'était plus seulement un besoin physique, c'était une humiliation, un rappel cruel que la ville la dévorait petit à petit. Au matin, les yeux cernés mais le regard décidé, Fake alla trouver Toshi à l'extérieur de l'école. Sa voix tremblait, mais ses mots sortirent clairs. « Toshi, je veux savoir. Laisse-moi travailler avec toi. Peu importe ce que c'est. Je ne peux plus vivre comme ça. » Le sourire habituel de Toshi s'effaça. Ses yeux se fixèrent sur Fake avec une gravité inhabituelle. « Tu es sûr? Ce n'est pas un travail comme les autres. Je m'en fiche, » répondit Fake en serrant les poings. « Je n'ai plus le choix. Montre-moi. » Un long silence tomba entre elles. Puis Toshi hocha la tête lentement. Sans un mot de plus, elle se retourna et fit signe à Fake de la suivre. Elles s'enfoncèrent dans les rues de la ville. Toshi conduisit Fake dans un coin retiré, là où les néons de la ville ne faisaient plus qu'effleurer les murs de leur lumière pâle. Sa voix baissa d'un ton, presque un murmure. « Écoute-moi bien, Fake, ce que je vais te dire ne sort pas d'ici. C'est une façon de gagner de l'argent vite, mais ce n'est pas ce que tu crois. » Dans l'ombre, elle lui révéla la vérité. Le cœur de Fake se serra, ses mains devinrent moites. Les mots de son ami résonnaient comme un écho lointain, irréel. Ce n'était pas un métier comme ceux dont on parlait au village. C'était un univers inconnu, chargé de risques, et qui aurait fait hurler les anciens si jamais ils l'apprenaient. Mais la faim avait déjà enterré ses doux. Sans discuter, elle murmura « Je le ferai ». Pour la première fois depuis des mois, un étrange soulagement l'envahit. Mais il avait un goût amer, comme une pluie qui tombe sur une terre déjà fissurée. Elle sentait que quelque chose venait de basculer et qu'il n'y aurait plus de retour possible. Cette nuit-là, Toshi apporta une robe qui brillait comme la voûte céleste. Mais ça, Fake enfila le tissu soyeux et vit dans le miroir un visage qu'elle ne reconnaissait pas. Toshi dessina sur ses lèvres une couleur vive, traça sur ses paupières des ombres inconnues. « Parfaite !» dit-elle avec un sourire rassurant, mais un regard qui semblait ailleurs. Elles partirent. Le bar vibrait au rythme de la musique, comme un cœur géant battant dans l'obscurité. Les rires, les voix, les parfums lourds d'alcool et de parfum l'enveloppèrent. Toshi guidait Fake d'une table à l'autre, lui glissant des conseils à l'oreille. « Regarde-le dans les yeux. Ris, mais doucement. Laisse-le parler. Et écoute. » Fake, nerveuse, imita ses gestes, ses sourires, ses intonations. Puis vint un moment qu'elle n'avait pas vu arriver. Un homme, au sourire confiant, lui tendit de l'argent, beaucoup d'argent, plus qu'elle n'en avait jamais tenu entre ses mains. Cette nuit-là, elle sortit du bar avec des poches pleines. Les néons paraissaient plus lumineux, l'air moins froid. Elle acheta de quoi manger à satiété, goûta des friandises dont elle ignorait même le nom. Pendant quelques heures, elle oublia le village, les promesses, la fatigue. Elle ne sentait plus que l'ivresse d'une liberté nouvelle. Elle ne le savait pas encore, mais à chaque billet qu'elle acceptait, elle s'éloignait un peu plus du chemin qu'on avait tracé pour elle à Kui. Un matin, alors que l'aube peignait la ville d'une lumière grise, Fake rentra d'une maison luxueuse. Son corps était lourd, ses muscles douloureux. Une fièvre étrange courait sur sa peau et ses os semblaient gémir à chacun de ses pas. Elle pensa que ce n'était rien, juste la fatigue des nuits agitées. Elle se coucha, espérant que le sommeil chasserait ce malaise. Mais au réveil, la faiblesse était toujours là. Les jours passèrent et ses forces s'effritaient comme du sable entre ses doigts. Les autres filles s'inquiétèrent. Elles lui apportaient à manger des remèdes, mais rien n'y faisait. Puis quelque chose d'encore plus étrange arriva. Son ventre commença à gonfler. Au début, elle crut à une illusion, mais il s'arrondissait chaque jour davantage, se durcissant comme un pot d'argile. Ses bras et ses jambes, en revanche, s'affinaient jusqu'à ressembler à des brindilles. Une rumeur se mit à circuler parmi les filles. « Ça ressemble à Gwoko », murmura l'une d'elles, le visage blême. « Mais comment ? Elle mange plus que nous toutes maintenant. » Fake elle-même était effrayée. Elle posait ses mains sur son ventre gonflé, le pressant doucement comme pour comprendre ce changement étrange. Partout ailleurs, elle sentait ses os saillir sous sa peau. Ses joues s'étaient creusées, ses yeux paraissaient grands et lointains. Et pourtant, son ventre continuait à enfler, comme s'il abritait quelque chose de bien plus sombre que la faim. Ses amis firent tout leur possible. Elles lui apportèrent des herbes, des mets spéciaux, des remèdes dont on disait qu'ils pouvaient guérir presque tout. Chaque matin, elles espéraient la voir se redresser avec un sourire, retrouver ses forces. Mais rien n'y faisait. Fake s'affaiblissait toujours davantage. Sa peau avait perdu son éclat, ses cheveux étaient ternis, et ses yeux, autrefois si vifs, semblaient désormais lourds, voilés par une ombre qu'aucun repos ne pouvait chasser. Les jours devinrent des semaines. Les amis avaient épuisé tous les remèdes qu'elle connaissait. Les médecins de la ville secouèrent la tête. « Nous ne pouvons rien faire.
Peu à peu, même ses proches commencèrent à s'éloigner, effrayés par ce mal qu'ils ne comprenaient pas. Faké, seul, sentait sa vie lui échapper, comme un fleuve qui s'éloigne jusqu'à disparaître. Alors, dans un mélange de peur et de désespoir, elles prirent une décision. Nous devons la ramener au village. Kujaï, ce lieu qui avait autrefois rempli Faké de force et d'espoir, était désormais leur dernier recours. Elles soulevèrent son corps frêle, l'enveloppèrent d'une couverture et prirent la route, espérant que son peuple comprendrait. Elles arrivèrent un matin gris et brumeux. Les villageois, impatients depuis des mois, s'étaient rassemblés. Dans leurs rêves, ils voyaient Faké revenir comme un symbole de fierté, transformé par la ville, vêtu de tissus éclatants comme les lumières urbaines. Mais ce qu'ils virent les glaça. Faké était méconnaissable. Son visage, pâle et creusé, sa silhouette si maigre qu'on aurait cru qu'un souffle pouvait la briser. Son ventre, gonflé et rond, semblait une caricature cruelle de la santé. Ses yeux, ternes et perdus, fixaient un point invisible, comme enfermé dans une tempête intérieure. La jeune femme pleine de vie qu'ils avaient envoyée portait désormais l'ombre d'un monde sombre. Ses amis, évitant les regards, expliquèrent rapidement qu'elle était tombée malade, que la vie en ville l'avait brisée et qu'elle n'avait pas su quoi faire d'autre que de la ramener. Elles ne donnèrent aucun détail, pas même sur la vie qu'elle lui avait fait découvrir. Puis elles repartirent précipitamment vers leur monde, laissant derrière elles Faké et son destin. Le silence s'installa sur la place. Des murmures se mêlèrent à la brume. Ce n'est pas Faké, souffla quelqu'un, incrédule. Ses parents s'approchèrent, tremblants, et s'agenouillèrent auprès d'elle, les yeux embués de larmes. Ils se souvenaient de la jeune fille forte et pleine de rêves qu'ils avaient laissé partir, et retrouvaient une enfant brisée, faible et muette. On l'installa sur un tapis tissé, au centre de la place, entouré de visages familiers mais chargés d'inquiétude. Faké grelottait. Elle regarda autour d'elle et lut dans les yeux de ses proches une chaleur mêlée à une profonde tristesse. Ses lèvres tremblèrent. Sa voix, à peine plus qu'un souffle, portait pourtant tout le poids de ses regrets. La vie en ville a été dure. L'argent que vous m'envoyiez ne suffisait pas. J'ai essayé, mais la faim me suivait comme une ombre. Elle hésita, sa gorge se serrant, puis poursuivit, chaque mot la blessant davantage. J'ai rencontré une amie, Toshi. Elle m'a montré un moyen de survivre, mais c'était un chemin que je n'aurais jamais dû prendre. J'ai oublié pourquoi j'étais parti. Je vous ai oublié, vous qui croyez en moi. J'ai choisi la mauvaise voie. Ces paroles se dissipèrent dans l'air humide, mais restèrent suspendues dans le silence des villageois, figés par l'émotion. Leur visage mêlait tristesse et compréhension. Des larmes glissèrent sur les joues de Faké, brillantes comme des espoirs tombés. J'ai déshonoré ma famille et notre village, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Alors, les anciens s'avancèrent. Leurs traits étaient sévères, mais leurs yeux reflétaient la sagesse et la compassion de toute une vie. Le plus âgé, l'ancien Na, posa une main douce sur la tête de Faké. Sa voix grave et posée résonna dans le silence. Ce que tu vis n'est pas seulement une maladie, Faké. Ce n'est pas un mal ordinaire. Tu portes un enfant, conçu hors mariage. C'est une épreuve que notre tradition considère comme une punition, un rappel du lien sacré que tu as brisé. Des murmures parcoururent la foule. Tout comprenait désormais. Le ventre gonflé de Faké, son corps affaibli. Tout correspondait à cette ancienne croyance que chaque enfant du village connaissait. La coutume voulait que lorsqu'une jeune femme concevait hors mariage, son corps et son esprit s'affaiblissent, comme pour lui rappeler l'honneur et les valeurs de son peuple. Mais l'ancien a poursuivi, toujours avec calme. Il existe un chemin pour guérir. Notre village a déjà traversé de telles épreuves et nous savons comment ramener la santé et la force. Ce ne sera pas facile, mais si tu le veux, tu pourras redevenir entière. Faké leva les yeux vers les anciens, son regard chargé d'espoir et de honte mêlée. Elle hocha la tête, reconnaissante de l'occasion qu'il lui offrait et du pardon qui transparaissait dans leurs yeux. Les villageois se rassemblèrent autour d'elle, le cœur adouci par la compassion, prêts à l'aider à retrouver sa place. L'herboriste du village et ses aides préparèrent des infusions, des onguents et murmurèrent des prières. Leurs mains attentives et patientes appliquait chaque jour des racines et des feuilles imprégnées d'huile précieuse sur son ventre, tout en prononçant des paroles de guérison pour apaiser son esprit. Faké, immobile, se laissait soigner, sentant peu à peu la chaleur revenir dans ses os, comme un rayon de soleil après une longue tempête. Ses forces revinrent. Son corps se remplit à nouveau et la lumière retrouva le chemin de ses yeux. Elle recommença à prendre soin d'elle, à manger les plats nourrissants préparés par sa mère et à écouter les conseils des femmes âgées sur la manière de protéger la vie qui grandissait en elle. Elles lui apprirent à porter son ventre avec respect, à parler doucement à son enfant et à faire la paix avec le chemin qu'il avait ramené ici.
Les mois passèrent. Une nuit baignée de clair de lune, Faké mit au monde un petit garçon. Ses cris résonnèrent dans l'air comme un chant de renouveau. Les villageois se réunirent, offrant bénédiction et prières pour l'avenir de l'enfant. Faké le serra contre elle. Son petit visage lui rappelait tout ce qu'elle avait traversé et tout ce qui l'attendait. Elle le nomma Aoud. La joie est revenue à la maison, car il n'était pas seulement son fils, mais aussi sa rédemption. Les saisons défilèrent. Faké grandissait dans son rôle de mère, mais aussi dans sa détermination à achever ce qu'elle avait un jour commencé. Avec Aoud dans ses bras, elle fit le serment de retourner à l'école, cette fois avec un esprit renouvelé et un cœur rempli d'un but clair. Les journées étaient longues, partagées entre études et maternité, mais elle ne fléchit pas. Chaque petite victoire était une marche gravie vers l'avenir que son village avait espéré pour elle. Les années passèrent et son travail porta ses fruits. Faké devint une femme respectée, reconnue non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa force et sa résilience. Quand elle revint à Koujaï, ce n'était plus comme une âme perdue, mais comme une femme qui avait vaincu ses épreuves. Le village tout entier la célébra. On honora son courage et la détermination dont elle avait fait preuve face à l'adversité. On ne la voyait plus comme la fille qui avait dévié du chemin, mais comme celle qui avait appris, grandi et transformé sa chute en force. L'histoire de Faké devint un récit que l'on transmit de génération en génération. Souvenez-vous de l'histoire de Faké, une jeune fille partie chercher un avenir meilleur, tombée dans les pièges de la ville, mais qui a trouvé la force de se relever. Elle nous a appris que la honte peut être lavée, que les erreurs peuvent devenir des leçons, et que même la nuit, la plus sombre, finit toujours par céder à l'aube. Le village de Koujaï, autrefois simple et tranquille, porte aujourd'hui son histoire comme on porte un bijou précieux. Une histoire murmurée aux plus jeunes, pour leur rappeler que le courage et la résilience sont les clés qui ouvrent la porte des secondes chances. Et moi qui ai vu les saisons défiler et les visages changer, je peux vous dire que le nom de Faké vit toujours parmi nous. Il résonne comme un chant d'espoir, car elle n'est pas seulement l'enfant du village, elle est devenue le symbole de ce que nous pouvons être lorsque nous refusons d'abandonner. Alors, que vous soyez au début de votre chemin ou au milieu de vos épreuves, souvenez-vous, la vraie grandeur ne se mesure pas à la facilité de la route, mais à la force avec laquelle on se relève après être tombé.